C'est comment le foot en Chine? La Chine, c'est un pays qui a tellement de choses à raconter footballistiquement que pour cet épisode, on a décidé de prendre nos sacs à dos et d'aller dans l'empire du milieu à la rencontre des supporters chinois pour mieux comprendre leur championnat. C'est vraiment un gros effort financier qu'on a fait pour aller là-bas, on espère que ça va vous plaire. Non mais là on voit le avenue d'Ivry, ça se voit qu'on est dans le train. Ah merde, ouais. Attends, il faudrait qu'on trouve des Asiates, on va aller vers Olympiade. Je sais qu'il y a le quartier chinois. Rappelez-vous quand à partir de la saison 2015-2016, la Chine est venue nous piquer plein de joueurs pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Oscar, Hulk, Paulinho, Jackson Martinez, Bakambu, Carrasco, Lavezzi, etc. etc. Bref, à l'époque, la Chine a tellement de thunes qu'elle vient nous piquer des joueurs qui ont pourtant encore le niveau de jouer dans des grands clubs européens. You can have a couple, and you're gonna take some more. Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup les clubs chinois sont devenus si dangereux? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode, et pour tout comprendre, faut revenir aux alentours de l'année 2010 quand le gouvernement chinois fait un constat qui est pas trop compliqué à faire: la Chine est nulle au foot. La Chine, elle a participé à une seule Coupe du Monde dans toute son histoire, c'était en 2002, et en parallèle au classement FIFA, elle est toujours hyper mal placée. 87e en 2010, 71e en 2011, 88e en 2012, 92e en 2013, etc. etc. Bordel, ça doit être dur d'être supporter chinois. Bref, avec tout ça se pose une question, un des plus grands mystères que notre civilisation n'ait jamais connu, à savoir: comment c'est possible d'être aussi nul au foot avec 1,4 milliard d'habitants? Comment, avec autant d'habitants, ils n'arrivent pas à avoir 11 joueurs, 11 qui s'en sortent à peu près correctement? Même un! Est-ce que vous pouvez me citer un joueur chinois? Allez-y. Alors ça c'est pour l'équipe nationale, mais globalement en 2010, à toutes les échelles, le foot chinois n'est pas au niveau. Le championnat chinois, il est nul, il a aucune star et il est pourri par la corruption. Et puis de toute façon, les Chinois, c'est pas des grands amateurs de foot. Eux, ils préfèrent le basket ou le badminton. Et preuve qu'il n'y a pas un énorme engouement autour du foot, en 2010, l'affluence moyenne des matchs de championnat, c'est que 15 000 supporters dans des villes qui font en moyenne 13 millions d'habitants. Bon, bref, la Chine, c'est pas un pays de football. Sauf que petit problème, c'est que la Chine, elle aime bien être la meilleure partout. C'est une des plus grandes puissances économiques du monde, c'est une des plus grandes puissances militaires, politiques, démographiques et même la plus grande puissance sportive, puisque en 2008, elle a organisé et remporté les JO. Oui, mais voilà, sur ce joli tableau, il y a une tâche, puisque en 2010, la Chine est 87e au classement FIFA. Alors que la Chine soit nulle au golf par exemple, c'est pas très grave, sauf que le football, c'est le sport le plus populaire du monde, et donc pour la Chine, c'est juste inconcevable de pas faire partie des meilleurs. Et donc c'est décidé, la Chine doit devenir une super puissance footballistique. Faire de la Chine un géant footballistique, ça va vraiment être une mission très sérieuse pour le gouvernement et pour son actuel président Xi Jinping, qui, ça tombe bien, est un grand fan de foot. Alors comment on fait pour devenir une grande nation footballistique? En 2015, le gouvernement va répondre à cette question en publiant un grand plan en 50 points pour le développement du foot chinois, avec comme objectif final l'objectif ultime qui est de remporter la Coupe du Monde avant 2050. Ouais, je vous l'ai dit, le gouvernement il prend les choses très au sérieux, quitte à bousculer un peu son sens des priorités. Monsieur le Président, vous savez, c'est très mal vu à l'étranger qu'on soit nul au foot. C'est pour ça qu'on a travaillé fort avec ce plan en 50 points et une petite enveloppe de quelques milliards. C'est très mal vu aussi à l'étranger, les Ouïghours, le travail infantile. Oui. Oui. Et on peut pas tout faire. Non mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et alors c'est quoi les différents points qu'il y a justement dans ce grand plan du développement du foot chinois? Ça va être par exemple d'aller construire des milliers de terrains de foot à travers le pays pour que les jeunes puissent jouer davantage. Ça va être de pousser les entreprises à aller acheter ou à prendre des parts dans des clubs européens. Ça va être de miser sur la jeunesse en construisant des milliers d'écoles de foot en Chine. En prenant exemple sur l'Evergrande Football School, une école de foot chinoise qui est la plus grande école de foot du monde. Regardez comme elle est fat, putain, on dirait Poudlard. Harry Potter version foot. Harry, regarde, c'est celui dont on ne peut pas prononcer le nom. Ah oui, parce que c'est dangereux. Non, parce que c'est trop dur. Timothée Kolochesi, Timothée Kolokuku. Ah, j'arrive pas. Autre exemple de point qu'on peut retrouver dans le grand plan du gouvernement, ça va être de rendre le foot obligatoire à l'école. Genre en EPS à partir de 2015, le foot devient obligatoire. Et ça c'est stylé. Pendant que nous en France, on se tape de l'acro-sport. Monsieur, ça sert à quoi en fait Baptiste il pue des pieds. C'est chiant, non? Vous voulez pas qu'on aille s'acheter des bons becs? Baptiste a pété. Bah non. Si t'as pété. J'ai l'impression que ça sert à rien. Ouais. Fais voir.
Ouais, je sers à rien. C'est nul. On peut faire du foot, monsieur, stop. Bon bref, ça c'est quelques exemples qu'on peut retrouver donc dans ce plan de gouvernement, mais un des points les plus importants, celui qui monopolise les premiers chapitres de ce plan, c'est le développement du championnat chinois. Parce que avoir un grand championnat et des grandes équipes, ça te permet de te la péter à l'international, de démocratiser le foot dans ton pays, et puis de former et de faire grandir tes joueurs chinois pour l'équipe nationale. Bref, pour devenir une grande nation de foot, la Chine doit avoir un grand championnat. Alors on va parler de ce championnat hein, évidemment, mais avant ça, une courte page de pub. Publicité. Savez-vous pourquoi cet homme est heureux? Et cet homme? Et cette femme? Eh bien parce que ce sont des comédiens qui font semblant d'être heureux pour un shooting de banques d'images. Rien à voir avec cet homme qui est heureux parce que c'est le retour du championnat chinois et qui va pouvoir parier sur les matchs grâce à The Bet qui sponsorise cette vidéo. Ah c'est pas vrai hein, moi aussi je suis comédien et j'en ai rien à foutre du championnat chinois hein. Moi je suis pour Saint-Etienne et là justement je suis très heureux parce que je suis en train de parier sur une victoire de Saint-Etienne. En ce moment on est sur une super série, je pense qu'on va remonter en Ligue 1. Bon, si cet homme est heureux, c'est parce qu'il est en train de parier sur une victoire de Saint-Etienne sur l'application. Une défaite de Lyon. Là je fais un combiné, les cotes sont super intéressantes. En toute objectivité. Alors si vous aussi vous voulez parier sur The Bet, vous pouvez vous inscrire avec le code remontada10 avec lequel vous aurez directement 10 € de free bet. Et en plus, si vous faites un premier dépôt, il est doublé jusqu'à 50 €. Je vous mets le lien en description, allez faire un tour, c'est un bon moyen de soutenir la chaîne. Et puis bien sûr, on garde bien en tête que les paris sportifs c'est interdit aux mineurs et que si vous pariez, c'est uniquement pour le plaisir, c'est pas pour gagner de la thune. En Chine, les clubs ils sont détenus par des énormes entreprises chinoises. Ces entreprises, avant 2015, à part quelques exceptions et quelques réussites, elles investissent pas énormément dans leurs clubs et c'est pour ça qu'on n'a pas un championnat incroyable. C'est nul! Sauf qu'en 2015, il y a le gouvernement qui sort son plan pour développer le foot chinois et qui fait comprendre à ces entreprises que ça serait bien qu'elles se sortent les doigts qu'elles se sortent les doigts qu'elles se sortent les doigts. Et donc pour faire plaisir au gouvernement et être bien vu par le pouvoir, et bah à partir de 2015, les entreprises elles vont investir beaucoup plus dans leur club et c'est là qu'on arrive à l'épisode que nous Européens on connaît. Entre 2015 et 2019, les clubs chinois ils vont recruter entre autres Robinho, Dembaba, Paulinho, Teixeira, Jackson Martinez, Ramirez, Gervinho, Lavezzi, Hulk, Oscar, Witzel, Pato, Tevez, Modeste, Carrasco, Bakambu, Mascherano, Fonte, Talisca, Paulinho, Hamzik, Moussa Dembélé, Fellaini, Arnautovic, El Shaarawy, Miranda, etc. Alors c'est pas les plus grandes stars de la planète, on est d'accord, mais c'est quand même des gars qui avaient encore leur place dans des grands clubs européens, mais qui sont séduits par le projet sportif des clubs chinois. Le fameux projet sportif des clubs chinois. Oui, évidemment, pour séduire les joueurs, les clubs chinois ils vont proposer des salaires de bâtards. À Chelsea, Oscar il gagnait 5,5 millions par an. À Shanghai, il en touchera 24 millions. Carlos Tevez, il touchait 2 millions à la Boca. Et bah quand il signe en Chine en 2017, il devient le footballeur le mieux payé du monde avec 38 millions d'euros par an. 38 millions, ça fait 105 000 € par jour, ça fait plus de 4 000 € par heure. Putain, le gars gagne en une heure ce que je gagne en une semaine. Et alors ça vaut pour les joueurs, mais ça vaut aussi pour les entraîneurs. Hein. Bruno Genesio, il est passé de 1,2 million par an à Lyon à 8 millions par an en Chine. Séduit lui aussi par le projet sportif des clubs chinois, comme le raconte Bakambu qui a évolué sous ses ordres à Pékin. Bon, c'était bien, Genesio il est arrivé. Tu sais, il m'a dit quoi la première fois qu'il est arrivé? T'as dit quoi? Premier entraînement, il me dit quoi? Il me dit ouais Baka, comment ça se passe les paiements ici, tout ça? Et quand il m'a dit ça, j'étais mort de rire. Aujourd'hui, on va jouer en 4, 2, 3, 1, 0, 0, 4, 9, 7, 9, 2, 1. Ah non, ça c'est mon rib. Bon, les transitions. Et pour l'attaque, du coup, moi je fais jouer, les gars, celui qui me paye le plus. Hein? Bah moi j'ai 200 balles là tout de suite. Je déconne. Bon, donc les clubs chinois se mettent à dépenser à fond sur le marché des transferts. Et résultat, quand on regarde les pays qui ont le plus dépensé dans le monde sur l'année 2016, et bah la Chine est 5ème, vraiment pas très loin derrière l'Espagne. Et surtout, devant la France, en 2016, les clubs chinois ont dépensé 2 fois plus que les clubs français. Et forcément, avec tous ces investissements, la valeur du championnat chinois, elle va exploser. En 2010, la valeur de l'ensemble des joueurs de championnat, elle dépassait pas les 100 millions d'euros. Et bah avec tous ces investissements, 10 ans plus tard, donc en 2020, cette valeur, elle grimpe à 600
150 millions d'euros. Alors on est encore très loin des 3,5 milliards que pèse la Ligue 1 et très loin des 8 milliards que pèse la Première Ligue, mais en 2020 par exemple, on est à peu près sur la même valeur que le championnat turc. Donc en vrai, c'est pas mal du tout. Surtout qu'on est qu'au début d'une ascension qui s'annonce très prometteuse. Bref, au final, en seulement 3-4 ans, et ben le projet du championnat chinois, il commence vraiment à prendre forme. Maintenant, en Chine, on a des stars. On passe d'une affluence d'environ 15 000 personnes par match en 2010 à 24 000 par match en 2016, soit plus qu'en Ligue 1 à l'époque. Et puis aussi, ça paraît pas grand chose, mais quand le jeu FIFA 19 sort, et ben pour la première fois, on y trouve des équipes chinoises. Ça paraît pas grand chose, mais symboliquement, c'est un énorme bond en avant. Le monde entier va pouvoir jouer avec les équipes chinoises. Ah, t'as vu les équipes chinoises? Ah ouais. Tu prends qui? PSG. Ouais, je prends le Barça. Bon, bref, il a l'air plutôt prometteur ce championnat chinois. C'est bien que les clubs se mettent à dépenser davantage. Après, bon, ils dépensent peut-être un peu trop même. Beaucoup trop. Ah, et attendez, ils dépensent vraiment énormément là. Et bah ouais, et ça va poser problème. Le problème du championnat chinois, c'est qu'il rapporte pas beaucoup d'argent. Les droits télé, ils sont 3 à 4 fois inférieurs à la Ligue 1 et la billetterie, elle rapporte pas non plus énormément vu que les stades, ils restent à moitié vides. Donc d'un côté, t'as le championnat chinois qui rapporte pas beaucoup d'argent et de l'autre, t'as des clubs chinois qui dépensent beaucoup trop et n'importe comment. Évidemment que c'est pas rentable de foutre 38 millions d'euros dans le salaire d'un seul mec. Et donc le risque avec ça, évidemment, c'est d'avoir que des clubs qui s'endettent et qui deviennent fragiles économiquement. Et donc si les clubs sont fragiles, et bah c'est tout le championnat qui devient fragile. Alors pour illustrer tout ça, on va utiliser une métaphore. Imaginons que le championnat chinois ce soit une tour de Capla. Le gouvernement chinois, lui, il veut la plus belle et la plus grande tour de Capla du monde parce que comme ça, il va pouvoir se la péter. Alors, vous pensez toujours que les Chinois ont des petites tours? Le gouvernement veut une grande tour de Capla donc et c'est les clubs qui vont charger de la construire. Sauf que les clubs chinois, ils construisent cette tour beaucoup trop vite et n'importe comment. Résultat, même si la tour grandit vite, et bah elle est vachement fragile. Et le risque, si les clubs continuent de construire n'importe comment, c'est que cette tour, bah, elle s'effondre. C'est bon, là. Ouais, mais on va la refaire. Ah non, on la refait pas. Non. Bah si. Non, 20 minutes à faire chaque tour, je peux passer mon après-midi à faire des caplas. Et donc pour éviter que cette tour s'effondre, le gouvernement chinois il doit faire quoi? Et bah il doit empêcher ces clubs de continuer de construire n'importe comment. Et donc si on traduit tout ça footballistiquement, pour empêcher le championnat chinois de s'effondrer, le gouvernement il doit empêcher les clubs de trop dépenser et de s'endetter. Et donc à partir de 2017, il va mettre en place un certain nombre de règles qui vont venir encadrer toutes ces dépenses. Et donc voici les principaux exemples. D'abord il y a le quota des joueurs étrangers. Alors avant tout ça, il y avait déjà un quota de 4 joueurs étrangers maximum alignés sur le terrain. Mais à partir de 2017, ce quota il va descendre à 3 joueurs. Et donc si les clubs ont le droit à un maximum de 3 joueurs étrangers sur le terrain, avec ça a priori ils ont aucun intérêt à aller recruter 50 joueurs étrangers. Ensuite, autre règle, c'est la taxe à 100%. À partir de 2017, tous les transferts qui dépassent les 6 millions d'euros, ils sont taxés à 100%. Concrètement, ça veut dire que si tu veux acheter un joueur à 30 millions d'euros, et bah tu devras aussi verser 30 millions d'euros de taxes à l'État et donc le joueur au final te coûtera 60 millions. Là pareil, assez pratique pour décourager les investisseurs. Et puis dernier exemple de règle, c'est le salary cap. À partir de 2020, tous les salaires des étrangers, il va être plafonné à 3 millions d'euros. Et alors là, c'est sûrement la règle la plus contraignante, parce que jusque là, le seul argument pour faire venir les stars, c'était de leur offrir un salaire de 15, 20, 30 millions d'euros par an. Sauf que maintenant, avec ce plafond, et bah les salaires des clubs chinois, ils sont moins intéressants qu'en Europe. Tu peux gagner beaucoup plus, même en jouant en Ligue 1 à Lyon, Monaco ou Marseille. Et donc, on va revenir là-dessus, mais à partir de 2020, les stars avec ce plafond, elles ont plus aucun intérêt à venir jouer en Chine. Et tout de suite, le fameux projet sportif chinois, il est beaucoup moins intéressant. Et donc au final, avec toutes ces règles, et bah les clubs chinois ils peuvent plus dépenser n'importe comment, ils peuvent plus acheter de stars, et donc fini les conneries. Et donc notre tour de Capla, elle risque pas de s'effondrer. Bon, maintenant vous respectez mes règles, hein, et vous arrêtez de faire n'importe quoi. Hein. Voilà. Comme les clubs chinois ils peuvent plus recruter de stars, et bah évidemment les dépenses des clubs chinois elles vont chuter. En 2016, la Chine elle avait dépensé 486 millions d'euros sur le mercato, et bah 7 ans plus tard, en 2023, elle en dépense 6. Alors évidemment avec ce plafonnement des salaires, la Chine tout d'un coup elle attire moins les stars. Et l'attractivité des clubs chinois, évidemment elle passe de OO à AA. Il y a un club chinois qui s'intéresse à toi. Oh. Il y a un club chinois qui s'intéresse à toi.
En fait, à partir de 2020, il y a tout simplement plus aucune star qui va rejoindre la Chine. Et les stars qui y étaient, elles vont quitter le pays à expiration de leur contrat. De tous les joueurs que j'ai pu vous citer jusqu'à présent, la seule vraie star qui est toujours là-bas au moment où sort cette vidéo, et bah c'est Oscar. Oscar, lui, il a signé un contrat jusqu'en 2024, juste avant la loi sur le plafonnement des salaires. Et du coup, aujourd'hui, c'est le seul mec qui continue de gagner 20 ou 30 millions par an. Mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est la seule star qui reste dans ce championnat. Et forcément, bah, le pauvre, il doit se sentir un peu seul. Ça va pas être facile. Bon bref, à cause de toutes ces règles, les clubs chinois, bah ils investissent plus trop sur le mercato, mais il y a aussi une autre raison, c'est qu'ils ont plus de thunes. Bah ouais, le gouvernement il avait vu juste, mais c'est trop tard, et après avoir dépensé pendant 5 ans comme des gros débiles, et bah les clubs chinois, ils sont tous super endettés. Ah bon ? C'est surprenant. Donc les clubs sont hyper endettés, et en plus de ça, pour rien arranger, en 2020, qui c'est qui frappe à la porte ? C'est le Covid! Je vais vous baiser vos mères la pute, tout simplement. Et le Covid, il va niquer pas mal d'entreprises, des entreprises qui vont tout simplement arrêter d'investir dans leur club. Résultat de toutes ces emmerdes, ça c'est les 16 clubs qui ont participé à la saison 2019 en Chine. Et bah 5 ans plus tard, en 2024, sur ces 16 clubs, il y en a 6 qui sont encore en première division aujourd'hui, 1 qui est en Ligue 2 et 9 qui sont morts. Ils sont morts. Et alors c'est des morts qui sont plutôt brutales hein. En 2020 par exemple, le Jiangsu FC il remporte le championnat chinois et 3 mois plus tard seulement, il dépose le bilan et disparaît. 3 mois seulement après avoir gagné le championnat. Vous savez quand je vous ai dit que j'allais faire exploser ce club, je vous ai pas menti. Eh oui président, on est champion grâce à vous. C'est pas ce que je voulais dire. L'autre exemple de chute qui symbolise parfaitement le championnat chinois sur la dernière décennie, c'est le club de Guangzhou. Guangzhou, c'est le plus grand club chinois des années 2010. Il a remporté la Ligue des champions asiatiques en 2013 et en 2015. Il a gagné 8 fois le championnat à partir de 2011 et c'est le club le plus populaire de Chine avec 45 000 supporters par match en moyenne. Oui, sauf que l'entreprise qui détenait Guangzhou, et bah à partir de 2021, elle va faire faillite et elle va se retirer du club. Et donc Guangzhou, qui a roulé sur toute la Chine pendant 10 ans, aujourd'hui il joue en 2ème division et il est endetté à mort. Tellement endetté que pour survivre, le club il va faire des tombolas, des ventes aux enchères et même mettre en location certains de ses trophées. Genre pour quelques milliers d'euros, tu peux louer un de leurs trophées à l'année. Marrant. Et puis pas con, hein. À noter comme idée, peut-être qu'un jour ça resservira à nos clubs français. Ici à Brest c'est vraiment la merde, hein. Du coup bah on va mettre nos trophées en location. Et sinon, on fait une tombola. Ouais, on va faire une tombola. Bon bref, entre les restrictions, les dettes et le Covid, le championnat chinois depuis 2020, c'est la dégringolade. Si on reprend ma courbe de tout à l'heure, la valeur de tous les joueurs de championnat, elle était montée à 650 millions d'euros en 2020. Et bah 4 ans plus tard, en 2024, cette valeur, elle est descendue à 146 millions d'euros seulement, soit à peu près la même valeur que 10 ans plus tôt. Ils ont dépensé des milliards et ça a pas bougé. En fait, si on reprend encore ma métaphore des Caplas, vous l'avez compris, en 2024, on est au moment où cette tour de Capla, elle vient de s'effondrer. Alors ça paraît dramatique c'est sûr, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que du coup aujourd'hui, avec des milliers d'écoles de foot dans le pays et des clubs plus sains économiquement, les Chinois ils vont pouvoir construire une nouvelle tour, une tour avec des bases beaucoup plus solides. Alors faut s'appliquer, hein, ça prendra du temps c'est sûr, mais peut-être que grâce à ça, un jour la tour chinoise, ça sera une des plus grandes tours du monde. Excuse-moi, je peux avoir un Capla s'il te plaît? Une petite poignée là, un petit...